Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le comic Crimson Reign Epilogue, première partie du pont entre les crossovers Crimson Reign et Hidden Empire. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 23 et 24 de Darth Vader, 24 et 25 de Bounty Hunters, 22 et 23 de Dr. Aphra et 25 et 26 de Star Wars. Sabé raconte qu'après la mort de Padmé Amidala, elle est retournée sur Tatooine libérer les esclaves en souvenir de Shmi Skywalker, la mère d'Anakin, mais surtout la belle-mère de Padmé. Elle dit avoir agi avec le capitaine Tonra. Tonra a servi en tant que sergent, puis capitaine dans les forces de sécurité royale de Naboo. Il a combattu lors de l'invasion de Naboo par la Fédération du Commerce. Accompagnant souvent Sabé, il continua à assister Padmé Amidala même après qu'elle soit passée du statut de reine à celui de sénatrice de Naboo. Tous ces esclaves ont été envoyés sur différentes colonies dont une sur Gabredor 3. C'est une nouvelle planète de l'univers canon, mais dans l'univers légende, Gabredor 3 possédait un centre de transfert de la Karazak Slavers Cooperative sous l'autorité du maître esclavagiste Grizim Trentakal. Trentakal a enlevé les enfants de l'ambassadeur Kantras Gola pour forcer le conglomérat Poweron à rester dans l'alignement Pentastar. En échange, l'alignement a accepté de ne pas interférer avec les opérations de Karazak. Le centre a été détruit par les Red Moons, un groupe de mercenaires qui ont sauvé les enfants et les autres esclaves. Toute cette histoire est visible dans la nouvelle Blaze of Glory du Star Wars Adventure Journal numéro 8 sorti en 1995. On retrouve ainsi dans les deux versions de la planète des histoires autour d'esclaves sauvés. Dans cette fameuse colonie, on retrouve des visages familiers avec le leader du groupe Kitster Banai et le Rhodien Wald. Ces deux personnages étaient les amis d'Anakin Skywalker sur Tatooine et ils ont même fait partie de son équipe de réparation durant la classique de Boontaeve. Et visiblement, Kitster et Wald ont retenu les leçons du jeune garçon puisqu'ils ont réussi à reproduire un pod racer sur le design de ceux qui volaient sur leur planète natale. À la fin du numéro, Sabé se retrouve dans une navette impériale pour choisir du nouvel équipement. Elle décide de porter un casque issu d'une tenue de combat d'officier impérial et une carabine blaster E11D, le blaster des Death Troopers. On retrouve également dans la navette des pièces d'armure de Death Troopers, des canons à impulsion, une version améliorée du fusil blaster DLT-20A, des fusils blaster E11 classiques des Stormtroopers et des pistolets blaster SE-14C principalement portés par les officiers. Dans le numéro 24, nous faisons la connaissance du docteur Aira, qui a créé une nouvelle technologie capable de siphonner l'énergie du vivant. Aira fait partie de l'espèce des Yakaru comme le rebelle Bistan dans Rogue One. Une planète qui a souffert de cette arme nous est donnée en exemple Carolia, qui se situe dans le système Belderon. Ce système a pour planète principale Belderon évidemment. Dans les premiers temps de l'Empire Galactique, les membres de l'armée impériale étaient réticents à l'idée d'être stationnés sur Belderon, car il était entendu que les troupes stationnées le plus loin du centre impérial étaient les moins importantes pour la cause de l'Empire, Belderon étant situé dans la bordure extérieure. Ainsi, toute réaffectation sur la planète était considérée comme une punition ou une rétrogradation, comme vu dans le roman Tarkin. Après le début de l'opération Anneau brisé, le général Krix Madin de la Rébellion l'a désigné comme une cible de haute priorité avec un niveau de sécurité moyen sur une carte galactique incluse dans les archives secrètes des rebelles, un dossier secret d'informations sensibles vitales pour la Rébellion. Le numéro 24 de Bounty Hunters s'ouvre sur Ledge Hawk, non loin de la route commerciale perlmienne. La route commerciale perlmienne était une super hyper route qui s'étend de Enzot dans le noyau à Dragor dans la bordure extérieure en passant par Coruscant, Chandrila, Taanab ou encore Felucia. Dans l'univers légende, la route commerciale perlmienne a été fondée vers 25 avant Yavin, reliant la jeune république galactique à Ossus. On retrouve Bailert Valence toujours au service de l'Empire sur Garel, une planète située près de Lothal. Plusieurs années avant la bataille de Yavin, la cellule rebelle Phoenix a établi une cachette temporaire sur Garel. Les rebelles furent contraints de déménager lorsque l'Empire découvrit leur présence et rassembla une flotte pour les attaquer. Bien des années plus tard, des individus comme Ushos Statura se sont battus pour libérer Garel du joug de l'Empire Galactique. Statura rejoindra des décennies plus tard Leia Organa dans sa nouvelle rébellion pour fonder la Résistance. Les chasseurs de primes retrouvent la trace du Verbillon, le vaisseau capital de l'Aube écarlate à Bilbouza. La capitale est le principal port spatial du monde marécageux de Nalota. La ville se trouvait à proximité du palais de la seigneur du crime Gardula Pesadi l'Ancienne, l'un des plus grands bâtiments de Nalota et le siège occasionnel du Grand Conseil Hutt. Durant la Haute République, la ville fut attaquée par des créatures végétales carnivores nommées Drengir, et le milieu marécageux de Bilbouza pourrait être une conséquence de cette invasion qui a eu lieu environ 200 ans avant son apparition dans The Clone Wars.
Pour s'infiltrer dans le Vermillon, Dengar offre à ses compagnons détenus qu'il dit avoir récupérés auprès d'une secte religieuse sur Vincorba, qui a engagé l'Aube écarlate pour sa protection mais qui s'est fait exterminer dans le numéro 18 de Darth Vader. Après la trahison de Dengar, Tasulich l'insulte de bouse de Chiskar, ou Chiskargu en VO. On retrouve la même expression dans le roman Riposte Chute de l'Empire et une variante Chiskarnok qui signifie sale traître et prononcée dans le comic jeunesse Affaire de famille. À la base impériale de Raylill sur Carida, Baylert Valance se fait soigner par un druide médical d'assistance FX7 après avoir sauvé une petite fille d'une attaque de l'Aube écarlate. Vers 4 après Yavin, une classe de cadets impériaux de l'Académie navale impériale de Carida fut réquisitionnée par la marine impériale pour son effort de guerre. Les 2 cadets les mieux classés, Bansuro et Rak Sirmo, ont été demandés par la 204e escadre du corps des chasseurs impériaux et ont pris une navette de classe lambda depuis la base de Raylill pour rencontrer leur nouvel escadron dans le comic TIE Fighter. C'est cependant ce numéro de Bounty Hunters qui nomme la base Raylill pour la première fois. Le numéro 25 de Star Wars est un numéro très spécial puisqu'il marque le 100e script de l'auteur Charles Soule. Pour l'occasion, l'auteur est revenu sur 4 histoires qui se déroulent dans 4 des séries de comics qu'il a écrites. La première se déroule durant Obi-Wan et Anakin réceptifs et hermétiques, où l'on suit Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi s'entraîner devant le grand arbre Unity du temple Jedi de Coruscant. Durant leur combat, ils parlent de la signification du sabre laser pour les Jedi, en évoquant différentes utilisations potentielles pour les cristaux Kyber. Ainsi, Anakin parle d'abord de lance Kyber. Ce modèle a déjà existé, puisqu'à l'époque de la Haute République, la maître Jedi Jora Mali a acquis le cristal Kyber de son sabre laser à partir d'un ancien sabre laser Sith. Alors que le propriétaire initial de l'arme avait insufflé rage et douleur au cristal, le faisant briller d'un rouge sang éclatant, Mali a soigné le cristal en guise d'exercice intellectuel pour voir comment se déroulait le processus. Une fois le processus de guérison terminé, le cristal Kyber fut purgé des émotions de son propriétaire initial et devint étroitement lié à Mali et brilla d'un blanc étincelant. L'arme originale de ce site était appelée lance sabre laser. On retrouve également ce design dans l'univers légende avec notamment les armes des chevaliers de Zakel dans The Old Republic ou les Shadow Guards dans le pouvoir de la force. Anakin parle ensuite de Blaster Kyber, rappelant ainsi le fusil sabre laser utilisé par Joe Castano sur Dark Vador lorsqu'elle est revenue au Temple Jedi après l'Ordre 66. Cette arme fonctionnait grâce à un sabre laser qui était détruit après seulement quelques tirs, mais chaque tir était d'une très grande puissance. Obi-Wan était visiblement au courant de l'existence d'une telle arme puisqu'il dit que certaines des idées énoncées par Anakin ont été créées et sont entreposées dans les archives du temple là où Joe Castano a récupéré le fusil sabre laser. De son côté, Obi-Wan parle d'une technique avec 2 sabres laser à lame courte attachés par une chaîne qu'il a lui-même expérimenté. L'idée n'est pas allée plus loin pour des raisons évidentes de sécurité de l'utilisateur lui-même. On peut tout de même noter que ce sont en réalité des shotos qu'il a accrochés aux chaînes, des sabres laser plus courts souvent utilisés comme deuxième arme comme Ahsoka Tano ou arme principale pour de plus petites espèces comme Yoda. Enfin, la bombe Kyber n'existe pas réellement, mais on a déjà vu une explosion causée par un cristal Kyber dans Rebels, après que le rebelle Saw Gerrera ait empêché le vol d'un cristal énorme. Dans la deuxième histoire, c'est Dark Sidious et Dark Vador qui s'entraînent ensemble et parlent de la signification du sabre laser, mais pour les Sith. Durant cet entraînement, Vador n'a pas encore son célèbre sabre laser, mais encore celui de Kirak Infila, un Jedi qu'il a tué dans la série de comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. La troisième histoire suit Kylo Ren après sa défaite sur Krayt dans les derniers Jedi. On le retrouve à bord du Steadfast, un destroyer stellaire de classe Resurgence que l'on a pu voir dans l'ascension de Skywalker sur Exegol. Il se rend d'abord de nouveau sur Krayt avec le général Armitage Hux et le général allégeant Henrik Pride. Le suprême leader visite ensuite un ancien avant-poste Jedi sur Elfrona qu'il a déjà visité dans la série des comics L'Ascension de Kylo Ren. C'est en effet dans ce lieu qu'il a affronté pour la première fois avec Luke Skywalker les Chevaliers de Ren. Cet avant-poste était utilisé par l'Ordre Jedi à l'époque de la Haute République et a une importance non négligeable dans le scénario du roman La Lumière des Jedi. Enfin, Kylo Ren se rend sur Ossus, la planète qui a accueilli le temple du nouvel ordre Jedi de Luke. On avait déjà eu un visuel dans l'ascension de Kylo Ren reprenant le design des visions des films, mais la série Le Livre de Boba Fett a présenté une autre version avec un bâtiment plus petit dans un environnement montagneux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici c'est la version de la série Disney+, qui a été représentée. On termine avec la dernière histoire, celle sur Podamron. On y voit l'escadron Black, après la bataille d'Exegol, rendre hommage à Temin Wexley, surnommé Snap, mort durant la bataille.
Sa femme Carrie Cohn décide de brûler le code de Monsieur Oss en son honneur. Monsieur Oss était un droïde de combat de série B1 lourdement modifié et doté d'une personnalité meurtrière. Il a été construit par Snap à partir de composants récupérés dans les catacombes de Mira, la capitale d'Akiva. Monsieur Oss servait de garde du corps personnel à Snap, en plus d'être considéré comme son ami et son fidèle compagnon. Il avait une personnalité sadique et chantait ou fredonnait tout en attaquant et en mutilant ses victimes. Le numéro 26 de Star Wars s'ouvre avec la fête de l'unité impériale sur Barlett. Cette fête n'est pas sans rappeler le jour de l'Empire, une célébration annuelle de la proclamation de l'Empire de Palpatine. Cette fête se déroule donc sur la planète Barlett que nous avons régulièrement vue dans la série Dr. Aphra, puisque c'est ici qu'Aphra et Sanastaros ont étudié à l'Académie de Barlett. Le principal événement de cette fête de l'unité impériale réside en un défilé visant à montrer la puissance militaire de l'Empire. On retrouve ainsi plusieurs modèles de chasseurs, dont des chasseurs taille LN, des intercepteurs taille IN et des tailles avancées X1, le même modèle qu'a piloté Dark Vador lors de la bataille de Yavin. Côté marcheurs, il y a des transports blindés tout-terrain TBTT, des transports de surveillance tout-terrain TSTT, des capsules de défense tout-terrain CDTT, des tourelles de défense tout-terrain TDTT et même de vieux renforts tactiques tout-terrain RTTT et des nacelles d'attaque tout-terrain NATT datant de la guerre des clones. L'Alliance rebelle profite de cette célébration pour marquer les esprits en attaquant la parade. De nombreux impériaux de haut rang étaient alors en train d'assister à l'événement, dont le secrétaire Osrund et l'ambassadeur Givens. Ce sont de nouveaux personnages, mais ils portent les mêmes tenues caractéristiques des conseillers de l'empereur, des bureaucrates de haut rang au sein de l'Empire qui remplissent diverses fonctions, dont la gouvernance et le contrôle. La deuxième partie de l'histoire se déroule sur une base secrète impériale au nom de code Second Soleil, qui s'avère être l'Étoile de la Mort 2. La majeure Sharine du BSI, le Bureau de la Sécurité Impériale, vient alors inspecter la fiabilité du secret de la base militaire et interroge le Moff Tian Djerjerod, le commandant de l'Étoile de la Mort, et qui apparaît dans Le Retour du Jedi. Sharine finit par être convaincu du secret bien gardé de la base et s'en va pour une autre mission au mont Pasval, où un incident troublant aurait eu lieu qui nécessiterait une enquête. Le mont Pasval se situe sur la planète Aldolim et c'est le lieu où Dark Vador a tué le Jedi Kirak Infila bien des années plus tôt. En revanche, peu de temps avant l'inspection de Sharine, Luke Skywalker s'est rendu au mont Pasval et a dérobé à l'Empire un holocron Jedi de Yoda. La majeure Sharine fait donc très probablement référence à cet événement. Le numéro 22 de Dr. Aphra se déroule quasi exclusivement dans la tête d'Aphra, alors qu'elle est piégée de l'étincelle éternelle. Cette dernière lui fait revivre plusieurs événements de sa vie, dont le tout début de la série Dr. Aphra de 2016, où elle assassinait froidement Ulbik Tan pour lui voler le trésor qu'il venait de déterrer. Le second souvenir vient de la prison d'Akresker, où Aphra était interrogée par l'Empire à l'aide d'un Myran nommé Bor Ifriem. Enfin, le dernier souvenir vient de la planète Zvalir, où Aphra a effectué une mission avec chance. Contrairement aux deux précédents, il ne s'agit pas d'un événement que l'on a déjà vu, mais les deux protagonistes sont attaqués par la meute druide pirate de Bestoon, un groupe de druides engagé par Ochi de Bestoon, qui a déjà affronté Dark Vador. On poursuit sur les références à l'histoire d'Aphra avec une case qui montre plusieurs versions du personnage. On peut reconnaître les tenues qu'elle avait sur Yavin 4 et la citadelle de Rour dans le tome 1 de la série 2016, celle de la retraite de Sorka dans le tome 2 et celle de la prison d'Akresker dans le tome 4. En dehors des souvenirs d'Aphra, l'étincelle éternelle nous montre la fin des Ascendants. Ces derniers ont été exterminés par les Sith et dans un dernier geste, leur leader Myril s'est sacrifié pour que les Sith ne récupèrent pas l'étincelle. Myril était une Shadrafan, une espèce qui nous provient de la cantina de Mos Eisley dans Un Nouvel Espoir. Enfin, le dernier numéro se conclut sur le retour de 000 et BT1 dans l'intrigue. Nous n'avions pas revu ce duo de druides depuis le dernier numéro de la série 2016 de Dr. Aphra après la victoire de cette dernière contre Dark Vador sur Titon. Et bien depuis tout ce temps, Aphra avait laissé les druides meurtriers sur la planète Birukai. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre live Crimson Reign épilogue sur notre chaîne secondaire qui a eu lieu hier soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.